Alors bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir une petite application relative au prédimensionnement des semelles filantes. Alors l'exercice est comme suit. Donc on vous donne une structure, alors comme celle qui est représentée ici, et on vous dit soit une construction dont la trame structurelle est représentée ci-dessous, à côté. Alors les poteaux ont une section de 50 par 50 cm². Pardon. Le sol est de capacité portante 2,1 bar, donc qui correspond, donc sigma sol est égal à 2,1 bar, qui est égal à, toujours le rappeler, 21 tonnes par mètre carré. Pourquoi je le convertis en tonnes? Tout simplement parce que la descente de charge à la base du bâtiment, elle est exprimée, regardez, en tonnes. Parfait. Donc on voit bien que les poteaux centraux sont à 260, les poteaux de rive 130, poteaux d'angle à 65 tonnes. Et on vous dit, question, alors en optant pour une variante semelle filante. Alors déjà, au départ, ici, on vous impose la semelle filante. Donc ce n'est pas la peine de perdre 100 ans hein, à faire la variante semelle isolée, carré, machin truc, etc. Alors, dans quel sens, alors la question, dans quel sens serait-il judicieux de placer ces semelles, sachant que le débord maximal permis est de 1 mètre tout autour du bâtiment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'on n'a pas le droit de dépasser 1 mètre, ici, tout autour, 1 mètre, ici, 1 mètre, donc tout autour du bâtiment, donc j'ai une mitoyenneté, donc c'est pas mon terrain, donc je n'ai pas le droit d'empiéter, d'accord, sur 1 mètre de chaque côté. Voilà. Ça délimite en quelque sorte mon terrain. Donc toujours nous avons des terrains avec des contraintes. Là, ici, c'est une contrainte de mitoyenneté. Très bien. Parfait. Donc on vous impose des semelles filantes. Alors, commençons par faire un petit rappel sur les semelles filantes. Rappel sur le prédimensionnement des semelles filantes. Alors voilà, en cas général, nous avons ici une semelle filante sous N poteaux. Là, ici, c'est 3 poteaux, soumise à des charges verticales concentrées. La largeur de la semelle est B. Le débord, on va le noter D, ici. D, là. Et tout ça, ça sera L1, L2, L3, etc. Les entraxes. Voilà, L2. Alors, j'ai pour habitude de noter cette distance, la somme des LI. Alors, l'équilibre, bien sûr, le sol va avoir une contrainte admissible, sigma sol admissible, et l'équation d'équilibre, ou bien la condition de résistance, m'impose quoi? M'impose d'écrire ce qui suit. Donc, condition de résistance pour une semelle filante, c'est que toutes les forces qui s'appliquent sur ma semelle filante, que je vais diviser par la surface d'impact de cette semelle filante, qui sera B sur 2D plus somme des LI. Alors je vais l'écrire. Donc la résultante des forces, R, qui est égale à somme des NI, que divise toute la surface, donc ce sera B, fois, alors le débord, on prend toujours des débords égaux, que ce soit pour les semelles filantes ou pour les radiers. Donc 2D plus somme des LI. Donc cette contrainte-là transmise au sol doit demeurer toujours inférieure ou égale à sigma sol admissible. Très bien. Alors les données. Les NI, ce sont des données. Donc c'est une donnée. On vous donnera toujours les NI. Comme ici, le tableau de la descente de charge. Alors, le débord, regardez, toujours on le fixe ou bien il est donné. Ici, par exemple, il est donné. La somme des LI, c'est une donnée. D'accord? C'est votre architecture. Et sigma sol est aussi une donnée. C'est par rapport au rapport de sol. Alors, il demeure une seule inconnue, c'est le fameux B. Donc, du coup, d'accord,
qu'est-ce qui va se produire? La seule inconnue, c'est B, et donc je vais écrire B doit être supérieur ou égal à, donc à R, la résultante, divisé par 2D plus somme des LI, que multiplie quoi, hein, sigma sol admissible. Et j'aurai déterminé B. Alors ici, faites attention aux unités. Si R est exprimé en tonnes, les distances sont exprimées en mètres, sigma sol est exprimé en tonnes par mètre carré pour espérer avoir des mètres ici. Donc finalement, vous voyez que prédimensionner une semelle filante, c'est prédimensionner sa largeur B, tout simplement. Voilà. Alors revenons maintenant à notre exercice. Alors on vous dit, il faudra impérativement choisir des semelles filantes. Mais on vous dit dans quel sens serait-il judicieux de les placer. Alors deux options se prêtent à nous. Donc soit que l'on dispose mes semelles filantes dans le sens, voilà, dans le sens transversal, soit que je placerai mes semelles filantes dans le sens longitudinal. Donc, j'aurai à peu près la configuration des semelles suivantes. Alors, si c'est des semelles transversales, donc vous allez avoir ce schéma, bien sûr qui va se répéter sur toutes les fils, les axes. Si je choisis l'option semelle filante longitudinale, on aura le schéma suivant. Voilà, donc si j'ai des semelles transversales, elles sont disposées dans ce sens-là. C'est la variante 1, que je vais appeler variante 1. Et si j'ai des semelles filantes qui vont être disposées dans ce sens-là, c'est des semelles longitudinales, alors ça serait la variante 2. Alors, pour choisir entre cette variante et cette variante, donc on pourrait faire les calculs et voir ce qui va se passer. Alors j'attire votre attention, comme on avait l'habitude de faire pour les semelles isolées, à chaque fois que j'ai un système de fondation superficielle, donc isolée, filante ou même radiée, il faudrait que les distances donc entre deux semelles voisines, pour éviter le problème chevauchement des bulbes de contrainte, il faudrait que ça soit supérieur à 60 cm. La même chose ici, pour la variante transversale, il faudrait que cette distance soit toujours supérieure à 60 cm. Donc il va falloir déterminer le B pour la variante 1, le B pour la variante 2. Alors vous verrez, hein, vous voyez que j'ai choisi les semelles filantes centrales parce que c'est elles qui vont donner le P le plus grand et donc ça sera le cas le plus défavorable. Bien sûr, on devra aussi calculer pour les cas, lorsque vous avez la file extrême de rive ou bien de rive longitudinale ou bien de rive transversale. Mais nous allons nous concentrer uniquement sur les trams, plutôt les poteaux les plus chargés, comme vous voyez ici, et ça sera les trams, plutôt les poteaux centraux. Parfait. Alors, pour éviter que je fasse les calculs longs, etc., alors pour choisir maintenant, je vais appliquer une technique très simple, que vous pouvez mettre en œuvre sur une simple calculatrice très rapidement, et voir est-ce que je vais choisir la variante 2, ou la variante semelle transversale 1. Donc, à choisir entre ces deux-là. Alors, que faudra-t-il faire? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, déjà, remarquons que si j'ai affaire à la variante 1, la semelle filante serait chargée par combien de poteaux? Un poteau, deux poteaux, trois poteaux, quatre poteaux. Tandis que si j'optais pour la variante 2, c'est-à-dire semelle filante longitudinale, j'aurai un poteau, deux poteaux, 3, 4, 5. Alors pour éviter que je fasse le calcul
pour les deux variantes. Alors je vais appliquer une petite technique très simple, très rapide, et que vous allez très vite comprendre, afin de choisir lequel des deux sens je vais retenir, tout en garantissant que l'espace entre les semelles que j'aurai choisi soit toujours supérieur à 60 cm. Alors regardons ici ce que je viens de représenter. Alors je viens de représenter schématiquement les charges qui vont s'appliquer sur ma semelle filante si cette dernière était disposée dans le sens transversal. Donc nous avons, comme je viens de le dire, 4 charges. 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, c'est des charges qui sont situées au centre. C'est la semelle filante transversale au centre. C'est la plus défavorable. Alors ici aussi, je viens de noter le cas de la semelle filante si elle était disposée dans le sens longitudinal. Et là, on a 5 poteaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, le débord, ici, à chaque fois, c'est 1 mètre. C'est 1 mètre. 1 mètre, même pour le transversal, puisque 1 mètre tout autour du bâtiment. Et ce qui reste ici, c'est la somme des trames, donc j'appellerai somme des LI. La même chose ici, ça c'est la somme des LI. Comme vous pouvez le voir, voilà. Alors, indépendamment de la largeur B, quelle que soit la largeur B, ce modèle-là est vrai, c'est-à-dire quelle que soit la largeur de la semelle B, cette disposition de charge est vraie. Et puisque B, je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore choisi, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais me dire, je vais voir comment va exercer ce train de charge, donc cette somme de charges, qui vont avoir une résultante R appliquée au milieu, R transversale, et bien sûr R, je vais mettre à côté R longitudinale, donc c'est une charge sur une longueur, elle va exercer une charge par mètre linéaire. Alors si je note R pour le cas transversal, ça sera 130 plus 260 plus 260 plus 130, ça me donnera 780 tonnes. Je vais la diviser sur la longueur totale de cette poutre-là, c'est comme une poutre en RDM, d'accord? Ça va me donner une charge par mètre linéaire. Alors 780 sur 1280, 1280 pourquoi? Parce que j'ai 1, 2, 3 fois 360, les entraxes, et ici j'ai 4 fois 360, donc 360, 360, 360, 360, revenez au schéma du bâtiment et vous comprendrez. Donc j'ai 4 fois 360, donc j'ai une résultante qui s'applique sur une longueur qui fait 2 plus 360 fois 3, et ça donne longueur totale 1280. Ici j'aurai une résultante R, ça sera 3 fois 260, donc les charges sales, celle-là, plus 130 plus 130, ça me donne 1040. Mais cette fois-ci, elle est appliquée sur une longueur plus grande, sur 16 mètres 40. Donc 4 fois 360 plus 2 mètres de débord, le débordé, d'accord? Ça va me donner 16 mètres 40. Alors si je détermine cette charge, c'est comme si j'avais une poutre qui va me provoquer des charges uniformément distribuées, qui auront cette valeur-là. Comme ici, regardez, 780 sur 1280, ça me donne une charge uniformément distribuée de 60,938. Pour le cas de la semelle filante longitudinale, ça va me donner 1040 sur 1640, et ça me donnera, regardez, une charge 63,415. Que peut-on conclure maintenant? N'oublions pas qu'il va falloir choisir entre cette variante et cette variante. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est la largeur B qui va devenir importante et je vais avoir un chevauchement. C'est ça.
Alors, pour minimiser le chevauchement, c'est clair que je dois avoir le B le plus petit. Donc la largeur B la plus petite. Et parmi ces deux schémas-là, quel est celui qui va me donner le B le plus petit? Ben c'est clair, le B le plus petit, donc la plus petite largeur B sera, d'accord, donnée par la variante qui va solliciter le moins le sol. Si elle sollicite le moins, donc je vais avoir un B plus petit. Si elle sollicite plus, donc je dois avoir un B plus grand pour pouvoir répartir convenablement ma contrainte. Alors, la plus petite largeur de B sera donnée par la variante qui sollicitera le moins le sol. Dans ce cas-là, quelle est celle qui va solliciter le moins le sol? Quelle est celle qui va faire moins de pression sur le sol? Eh bien, on n'a qu'à comparer ces deux valeurs, 63,415 et 60,938. Et c'est clair que, dans conclusion, c'est la variante semelle filante transversale qui va nous garantir le plus petit B, et donc j'aurai, petit B, et donc plus de risque, ou bien moins de risque, alors j'écrirai moins de risque, donc ça va impliquer moins de risque de chevauchement. Et là, ça va, je ne vais pas faire les deux calculs. Rapidement, une petite division va m'orienter sur le sens à choisir pour mes semelles filantes. Donc, moins de risque de chevauchement. Donc, on va choisir. Donc, on choisira quoi? Semelle filante transversale. Celle-ci, c'est pas intéressant parce que ça va me donner un B plus grand, donc j'aurai plus de risque d'avoir un chevauchement. Donc semelle filante transversale. Et donc, comme vous voyez, donc là, le sens des semelles filantes que je vais choisir, c'est celui-là, semelle filante transversale avec 4 poteaux. Et c'est clair que je vais avoir un B qui va me garantir 60 cm ou plus. On va voir ça tout de suite. Alors pour calculer le B, nous allons écrire la condition de résistance et je vais avoir B va être supérieur ou égal à la résultante, donc 780 tonnes, que divise quoi? La longueur totale de D plus somme des LI, donc 12,80, que multiplie sigma sol, d'accord, qui est 21 tonnes par mètre carré. Je trouve que B va être supérieur ou égal à combien? Je trouve 2,902 mètres. Toujours prendre 3 chiffres après la virgule, c'est important. Alors si B doit être supérieur à 2,901, alors on va choisir B est égal à 3 mètres. Si B est égal à 3 mètres, revenons à le schéma
des semelles. Donc si B est égal à 3 mètres, maintenant, regardez, 3 mètres, 3 mètres, quelle distance il va me rester ici? Donc j'ai 3,60 moins 3 mètres, il me reste exactement 60 cm. Donc nous avons exactement, donc la distance entre les deux semelles, c'est égal à 60 cm. Vous voyez, c'est vraiment limite. Et donc, OK pour ma semelle filante transversale. Elle marche très bien. Alors, faisons le test maintenant. Si j'avais choisi une semelle filante, on sait que ça ne va pas marcher, ou bien ça va être pire. Déjà, on est limite. Donc, c'est clair que si je prenais la semelle filante longitudinale, qui est maintenant, d'accord, comme ici, je vais avoir quoi? Je remplace B supérieur ou égal à 1040. Je divise la longueur totale, donc de D plus somme des LI, 16,40, multiplie par 21. Je trouve que B supérieur ou égal à 3,02 mètres. Et donc on choisit B est égal à 3 mètres 10. Étant donné que l'anthrax LI c'est égal à 3,60, je trouve que la distance entre mes deux semelles, d'accord, j'ai un anthrax de, comme j'ai fait tout à l'heure, 3,60, j'ai 3,10 ici, j'ai 3,10 là, il va me rester exactement entre les deux semelles, combien? 50 cm. Danger, non, je ne dois pas accepter cette solution. Alors vous voyez, sans faire trop de calculs, rapidement avec cette technique, répartir les charges par mètre linéaire et choisir le sens qui va peser le moins sur le sol, si j'ose dire, ça va me garantir d'avoir un B inférieur dans un cas ou dans l'autre et garantir par la même occasion que la distance entre les deux semelles sont suffisantes et sont supérieures ou égales à 60 cm, ce qui m'évitera d'avoir un chevauchement des bulles. Alors maintenant, on sait que B de la semelle est égal à 3 mètres. D'accord? Et on nous demande, c'est la deuxième question, de déterminer, d'accord, déterminer les épaisseurs de la semelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par les épaisseurs de la semelle? Ben, lorsque vous avez une semelle, vous aurez toujours ce schéma-là, d'accord? Et on avait pour habitude de noter cette petite hauteur, celle de la paillasse, H minimum. La hauteur ici, c'est H maximum. Si je note la largeur de la semelle, B, la largeur du poteau, petit a. Donc c'est la même formule que l'on a pour Hmax et Hmin pour les semelles filantes et les semelles isolées. Donc on n'a pas fait ça pour les semelles isolées, mais c'est exactement la même chose. Alors la formule c'est exactement la même. Hmax c'est la condition de rigidité, rappelez-vous du cours. Supérieur, alors le côté qui nous fait face, donc ça va être B, moins l'épaisseur du poteau, moins A, divisé par 4, plus le paramètre D. Le paramètre D, c'est l'enrobage des aciers. Alors, l'enrobage des aciers, vous le trouverez ici. Alors, voilà. Supposons que j'ai des aciers, pardon, voilà, supposons, maintenant c'est bien dessiné, que c'est les aciers de ma semelle. Alors il faut toujours ménager un espace entre l'acier et le béton. Cet espace-là qu'on appelle l'enrobage. C'est pour protéger avec du béton les armatures d'acier. Alors l'enrobage dépend de l'agressivité du sol.
Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, nous avons des sols qui sont agressifs par rapport au béton. Une des agressions possibles, c'est les sols contenant des sulfates. Ça existe. Alors, si vous avez des sols qui contiennent des sulfates, si vous avez des sulfates plus l'eau, H2O, vous allez avoir de l'acide sulfurique qui va commencer à désagréger le béton et créer des fissures pour enfin arriver aux aciers, il va les corroder. Alors, en règle générale, l'enrobage, si le sol ne présente pas d'agressivité, donc pas d'agressivité, le D, c'est 3,5 cm. Si le sol est agressif, donc sol agressif, donc tout dépend du degré d'agressivité, et bien on va augmenter cette protection-là. On va l'augmenter. Donc ça va aller de 5 cm, 7 cm et parfois jusqu'à 10 cm. Mais à chaque fois qu'on ne vous précise pas l'agressivité du sol, prenez 3,5 cm, c'est amplement suffisant. Alors, cette formule, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner donc H max, j'applique, B, on avait dit, c'est 3 mètres, donc supérieur ou égal à 3. L'épaisseur, on avait dit, sujet, donc c'est 50 cm, moins 0,5, divisé par 4, plus l'enrobage. Donc j'ai rien dit, donc ça sera 0, 3,5, 0,035. Et on trouve H max supérieur à 0,66 mètres. Alors, on va choisir H max est égal à combien? 70 cm. Alors, pour rappel, pour les épaisseurs des semelles, eh ben, on arrondit au deuxième chiffre après la virgule. Par exemple, si j'avais trouvé 0,61 pour le H max, je ne vais pas prendre 70, c'est beaucoup, donc je prendrai 65. Si j'avais trouvé 0,42, je choisirais 45. Si j'avais trouvé 0,48, je choisirais 50. Donc, c'est par palier de 5 cm. Donc, on fait les arrondis par palier de 5 cm. Parfait. Donc, H max, c'est 70 cm. Passons maintenant au calcul de H min, l'épaisseur minimale. Alors là, la formule, elle est beaucoup plus simple. C'est 6 fois le diamètre des aciers plus 6 cm. Alors, c'est le diamètre de l'acier principal. D'accord? Pas les aciers de répartition. Alors, on vous donne, dans l'énoncé, qu'on va utiliser des aciers de diamètre 16 mm. Attention, cette formule est en centimètres, donc il va falloir convertir les millimètres en centimètres. Donc j'ai trouvé que H minimum sera supérieur ou égal à 6 fois 1,6 plus 6, qui est égal à 15,6 cm. Toujours, qui est égal à 0,156 mètres. Donc, on arrondit toujours à 5 cm près. Et donc, on va dire que H min, c'est égal à combien? À 20 cm. D'accord? On ne va pas 16. Donc, à 5 cm près. Donc, c'est 16 plus 5. Plutôt, c'est 16 plus le complément pour avoir un 0 ici. Et ça sera 20 cm. Et là, 20 cm, c'est le minimum. On n'a pas le droit de descendre pour H min en deçà de 20 cm. C'est le minimum. Donc, H min, c'est 20 cm. Alors, ça, c'est par calcul. Alors, si je voulais dessiner cette semaine, je vais avoir 20 cm ici, je vais avoir 70 cm là, et je vais dessiner ma semelle. Vous voyez? Je dessine très bien, merci, je sais. Voilà. Donc vous avez
c'est vraiment pas aisé de dessiner avec une tablette graphique. Donc j'ai 70 et là j'ai 20 cm, comme vous pouvez le voir. Alors, pour la réalisation d'une semelle filante, eh ben, on dispose généralement un coffrage tout autour, en bois. Bien sûr qu'on va bloquer tout autour, même ici. Et on va couler la paillasse, c'est-à-dire on va couler jusqu'à ce niveau. D'accord? Et après, on va commencer à couler le glacis. Alors ici, regardez, la pente du glacis est importante. La pente, elle est importante. Alors, si on va commencer à couler ici, vous savez que ça va, dès que vous mettez un béton sur une pente, le béton il est fluide, il va commencer à descendre. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On donne cette tâche-là à des ouvriers avec des taloches. Donc, on déverse du béton, ils vont commencer à talocher ici, talocher, jusqu'à ce que le béton commence à durcir et prenne sa forme. Imaginez une semelle sur 12 mètres 40, d'accord, à talocher, donc pour donner cette forme-là, ça va être une tâche très 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 dure à réaliser, parce que la pente est importante. Dès que vous le faites monter, il va recouler, dès que vous le faites monter, il va recouler. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On va, dès que l'épaisseur Hmax est supérieur à 50 cm, alors ça c'est pratique, c'est d'ordre pratique, c'est pas les calculs, d'accord? On va essayer de diminuer cette pente-là. Comment on va la diminuer? On va pas faire descendre 70, mais plutôt augmenter les 20 cm. Donc si j'augmente le Hmin, regardez, la pente, elle va être plus douce. Et donc j'aurai pas beaucoup de mal à traiter manuellement le glacis et très rapidement il va se stabiliser. Plus la pente est importante, plus on va avoir du mal à réaliser ce glacis. Et imaginez en cours de coulage de chantier, eh ben, vous allez mettre tous vos ouvriers sur cette besogne et les camions, les malaxeurs vont arriver pour couler le béton, il n'y aura personne pour couler les autres semelles. Ils seront tous occupés à réaliser ce glacis. Tu le fais monter, il descend, tu le fais monter, il descend. Pardon. Donc un moyen pour limiter tout ça, c'est augmenter l'épaisseur Hmin pour avoir une pente plus douce. Et donc à chaque fois que vous avez Hmax qui dépasse les 50 cm, on choisit constructivement le Hmin supérieur ou égal à Hmax sur 2. Dans notre cas, c'est à 70. Donc réellement, pour ne pas avoir des problèmes au chantier, le Hmin sera égal, allez, à 70 sur 2, et on va le prendre égal à 35 cm. Voilà, constructivement, par calcul c'est 25, plutôt 20, voilà, mais constructivement, hein, vu que la pente est importante, pour simplifier la réalisation et pour aller vite, on augmente un petit chouïa, hein, notre épaisseur de paillasse minimale, Hmin, pour diminuer la pente, et on n'aura aucune peine à réaliser ces glacis sur le chantier sans retarder pour autant les opérations de coulage. Alors voilà, donc on arrive donc à la fin de cet exercice. Alors je vous propose de faire les calculs. Là on a fait les calculs pour les semelles centrales. Alors je vous propose de faire les calculs pour les semelles de rive. Alors c'est exactement la même chose, il n'y a que les chiffres qui vont changer. D'accord? Aussi, pour la deuxième question, alors c'est un travail de rendu que vous allez me remettre, d'accord, sur Classroom. Je vous expliquerai ça en séance tenante de TT. Alors, je vous remercie et à bientôt.